Bonjour à tous, donc tout le monde est bien connecté. Je vais donner la parole à Michel qui va se présenter et puis voilà, on va établir un petit dialogue pour présenter un peu ce que c'est que d'être maire d'une commune de 2000 habitants aujourd'hui. Michel, je te laisse te présenter. Ok, bonjour à vous toutes et tous, élus et futurs élus, je l'espère, d'ici quelques semaines encore à attendre. Mon intervention s'inscrit dans le cadre d'un témoignage. Je tiens à le signaler d'emblée car je ne suis pas un expert ni un donneur de leçons, d'autant plus que je n'ai pas un parcours de maire qui est relativement long puisque vous allez voir dans la suite. Lorsque Jérôme m'a sollicité, c'est avec plaisir que je lui ai répondu oui, tant mon parcours d'élu a été riche et passionnant, voire exaltant, et que je prends plaisir pour partager cette aventure avec toute humilité. Car si j'arrête mon parcours d'élu, cela n'est dû aucunement par ras-le-bol ni lassitude, ou le sentiment que cela ne sert à rien, mais bien au contraire. Je suis simplement convaincu qu'il faut savoir s'arrêter et passer le relais à de nouvelles énergies, car après 25 ans d'élu, il y a une perte de réflexe ou perte de réflexe ou mise en route inconsciemment de routine et qui viennent freiner le dynamisme nécessaire pour conduire cette mission. Forcément, il y a une frustration car nous avons initié des projets qui sont en cours de finition et donc la mise en œuvre opérationnelle viendra dans quelques mois. Mais n'est-ce pas là notre devoir en tant qu'initiateur de projet d'avoir justement des projets en cours alors que nous descendons du train? Une autre satisfaction lorsque l'on décide de s'arrêter est d'avoir des collègues motivés et compétents qui souhaitent reprendre la suite, ce qui est le cas chez nous. Mais tout cela ne s'improvise pas, mais se prépare bien longtemps avant la fin d'une mandature. Quelques mots sur mon parcours. Tout d'abord, mes 20 premières années de mon parcours professionnel, 71-89, ont été marquées par des responsabilités syndicales importantes dans un établissement de 1500 salariés et un groupe de près de 5000 salariés qui a connu d'importantes évolutions et aussi d'importants conflits sociaux. Ça m'a beaucoup marqué. Et lorsqu'en 1989, d'une part, j'ai été amené aussi à entamer une reconversion. Je le dis parce que sur le coup, j'ai gagné en appétence à la formation. Parce que lorsque l'on prend du temps, comme on dit, pour descendre de son vélo, pour se regarder pédaler, j'ai pris conscience que la formation, c'était un sacré outil pour pouvoir évoluer dans son parcours professionnel, mais on le retrouve exactement le même enjeu en ce qui concerne un élu. Parce que, comme on dit, on ne naît pas avec les connaissances d'élu. Il y a une appétence, mais la compétence, elle s'acquiert et la formation en est un véritable outil. En 1989, donc, le maire de ma commune, Jean Le Floch, est venu me solliciter pour être candidat sur la liste et j'ai répondu favorablement. Parce que ça m'a permis de poursuivre mon engagement citoyen. Et en effet, devenir élu, c'est à la différence de la première étape de mon parcours qui était dans la revendication, c'est devenir une force de proposition et décideur dans un cadre collectif. À ce jour, donc, j'ai 25 ans de mandat. J'ai fait une pause sur le mandat 95-2001. J'ai commencé en 89. Et au cours de mon parcours, j'ai été conseiller municipal, donc 89 à 95, et acteur du passage du CIVOB à la communauté de communes en lien avec la loi de l'époque, celle de 1992. Adjoint et délégué communautaire de 2001 à 2005 et premier adjoint et conseiller communautaire de 2005 à 2020 et maire de novembre 2018 à aujourd'hui, soit donc près de 2 ans de fonction de maire, mais avec une très grande connivence avec le maire depuis 2005 et que donc ça m'a permis de bien intégrer les enjeux de ce poste. De 1800 habitants, situé à 12 km de Guingamp, 20 km de Paimpol. Nous sommes dans la communauté de communes Lef Armor Communauté, on y reviendra tout à l'heure. Et nous sommes une commune qui joue un rôle de bourg-centre et de service, puisque nos services bénéficient d'un bassin de vie de près de 5000 habitants. Comme j'aime souvent le dire lors de cérémonies de mariage, par exemple, où nous recevons des personnes qui viennent des 4 coins de Bretagne ou de France, lors de mon mot d'accueil, j'aime dire bonjour à vous dans la 6 millième commune la plus grande de France, sur les 35 000. C'est quand même impressionnant. Souvent, des collègues me disent, mais es-tu sûr de ne pas te tromper? Et effectivement, nous avons une taille de commune
enfin, au niveau national, c'est vrai que plus de 70% des communes ont moins de 2000 habitants. Donc, on voit bien les enjeux que ça peut représenter. En ce qui nous concerne, par le biais du CCAS aussi, nous gérons un important EHPAD de 130 résidents et de près de 100 salariés, ce qui concrètement, lorsqu'on rajoute les agents communaux, c'est quand même près de 120 salariés dont nous avons la responsabilité, avec au sein de l'EHPAD le pilotage des instances participatives comme le comité technique et le CHCT. Au niveau communal, nous sommes sur un budget qui avoisine les 4 350 000 euros. 35% en fonctionnement et 65% en investissement, pour vous donner un peu une jauge de la dimension de la commune. Alors ensuite, à la question comment ai-je vécu ce mandat de maire, comme je l'ai évoqué en début d'interview, mon parcours de maire est court puisqu'il a commencé un peu avant la fin 2018 suite à un problème de santé de mon collègue maire depuis 2005. Il est vrai que nous avions une grande complicité, comme il aimait de le dire, tout ce qu'il savait, je le savais, et réciproquement. Ce qui fait que je n'ai pas eu de grande surprise de passer de premier adjoint à maire, d'autant plus que toute l'équipe l'a clairement souhaité. Ici, quelque chose me semble très important pour un maire, c'est d'avoir une ou deux personnes de grande confiance autour de lui. La notion de confident est nécessaire, tant nous avons des choses lourdes parfois à porter au regard de situations personnelles qui nous arrivent par rapport à des entretiens que nous pouvons avoir avec nos administrés. Le changement au niveau du passage d'adjoint à maire, comme je le disais, n'a pas été une surprise en termes de sujet. Mais par contre, il y a une chose qui est très claire, même si on préparait beaucoup de choses ensemble, je prends à titre d'exemple les cérémonies par exemple, ou les interventions, elles étaient construites en collectif, et bien aujourd'hui, effectivement, lorsque vous êtes maire, c'est vous qui rentrez en devant de la scène et c'est vous qui avez la responsabilité de représenter le collectif. Et là, vous sentez qu'il y a une autre pression qui vous est sur l'esprit, sur la tête, et y compris lors d'un conseil municipal. Nos conseils municipaux se passent tout à fait de façon sereine, mais n'empêche que lorsque vous êtes le maire, vous devez assurer le bon déroulé des échanges, de réguler les prises de parole, d'avoir des questions surprises sur tel ou tel sujet et auxquelles, sur le coup, c'est vous qui devez assumer les retours. Puis plus globalement, ce qui m'a plus marqué, même si là encore j'insiste, je partageais avec mon collègue, j'ai l'impression de rester connecté 24 heures sur 24. Et cela même si vous savez que vous pouvez compter sur vos collègues adjoints et adjointes. À la différence de ce que je connaissais au boulot, le vendredi soir ou pendant les vacances, je passais à autre chose. Ici, même si je suis un peu, je ne suis pas en astreinte certains week-ends ou pendant les vacances, eh bien, nous restons connectés. J'imagine que cela varie certainement suivant la personnalité des uns et des autres, mais pour en avoir discuté avec d'autres collègues maires, ce sentiment de rester connecté m'a semblé être partagé. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Il faut certainement se protéger, mais n'empêche que vous restez au devant de la scène. Donc, tu as vécu un peu tous les échelons, en fait, Ouais. de conseiller municipal, adjoint et maire, pour terminer ta carrière, entre guillemets. Les marches, donc tu as l'impression que tu dis que les marches sont quand même, il y a une marche entre un conseiller municipal, mais il y en a peut-être 3 ou 4 entre adjoints et, il y en a une entre adjoint, enfin conseiller municipal et adjoint, mais entre adjoint et maire. Et maire, elle existe. De fait, même si vous avez un travail de collègue, d'équipe, etc., on va y revenir tout à l'heure sur cet enjeu-là, il y a un moment donné, on voit bien, même vis-à-vis de la population, vous avez envie des fois de partager les demandes avec vos adjoints. Dans une commune de notre taille, de fait, très concrètement, l'administré, il souhaite voir le maire ou la maire. C'est vous qu'il souhaite voir. C'est pas l'adjoint à la voirie, c'est pas l'adjoint aux espaces publics. S'il a un problème à soumettre, il souhaite vraiment s'adresser au maire. Et c'est quelque chose d'important de créer cette relation. Alors, moi,
moi, sur certains sujets, sur le coup, des fois, on est à 2 élus à recevoir suivant la nature des problèmes, parce que ils veulent le maire. Et puis, je considère que parfois, sur certaines compétences, c'est des collègues qui ont plus la compétence que moi pour y répondre. Et donc, on fait un entretien à plusieurs, mais c'est quelque chose, ouais, qui, dans une commune de nos tailles, ça reste quelque chose de réel. Pour illustrer mes propos, j'étais souvent, on nous appelait, mon collègue et moi, on nous appelait Dupont et Dupont. Moi, on m'appelait Michel et lui, on l'appelait Monsieur le maire. Et lorsque, y compris des enfants, par exemple, et lorsque je suis passé le maire, les mêmes gamins, ils m'appelaient Monsieur le maire, ils m'appelaient plus Michel. C'est symbolique quand même de ce que la représentation qu'il peut y avoir. D'accord. Donc, on a essayé de voir un petit peu dans cette intervention qui est assez courte, voir un peu quels sont les éléments essentiels de quand on est maire, les choses auxquelles il faut penser, hein, quand on va démarrer sa fonction de maire. Donc, on a découpé ça en quatre. On a mis le maire et l'animation de l'équipe municipale, parce que c'est des choses qu'on remarque beaucoup à la RIC, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas repartir, parce que voilà, l'organisation d'équipe ne leur convenait pas, on a eu des démissions, on a eu des… Voilà. Et donc, il y a ce point-là qui est important, le côté maire et équipe municipale. Il y a le côté, parce que tu as commencé à évoquer la question du rapport à la population, hein, qui nous paraissait important quand on est maire. Il y a bien sûr quelque chose qui n'apparaît pas toujours aujourd'hui dans les professions de foi ou dans les bilans, c'est la question de l'intercommunalité. Hein, le maire et l'intercommunalité, comment est-ce qu'on doit travailler ensemble. Et puis, la spécificité d'une petite commune autour de 2000 habitants et la question des services et des relations avec les agents. Voilà, donc on a découpé ça en quatre. Okay. Je te laisse démarrer sur la partie d'équipe. Alors, le maire et l'animation au niveau de l'équipe municipale. Il me semble que ça, c'est un vrai sujet de réflexion qui, en fonction de la personnalité et la conception du management de chaque personne, nous pouvons trouver différents types d'organisation, différents modèles de gouvernance, mais c'est important de s'y arrêter et d'échanger. Alors, vous allez trouver le maire est-il un chef? Si oui, avec quel management? Le maire est-il un animateur? Et si oui, qu'est-ce que cela implique? Nous avions mis un groupe de réflexion au sein de la RIC sur ce sujet, et pas moins de 3 à 5 modèles de gouvernance en ressortaient. Et forcément, il n'y a pas le bon modèle. Chaque modèle a son avantage et son inconvénient, et ses inconvénients. En ce qui nous concerne, on a plutôt opté pour un choix de modèle dit, je dirais, horizontal, qui nécessite certainement plus de temps, car il s'appuie sur de la concertation à tous les étages au sein de l'équipe et des commissions parfois ouvertes à des dos élus, puis suivant des réunions publiques avec la population. Pour ma part, je ne peux concevoir la mission de maire sans un réel travail d'équipe, et cela à plusieurs niveaux. J'ai essayé de structurer un peu les niveaux. Il y a le maire et l'exécutif, donc maire adjoint et délégué, les maires et les agents, le maire et le conseil municipal, le maire, conseil municipal et la population. Et puis, il y a aussi le rapport qu'on retrouvera entre les conseillers communautaires et les élus municipaux. En ce qui concerne le maire et l'exécutif, en ce qui nous concerne, ce n'est pas un modèle qui est le bon ou le mauvais, mais c'est à titre d'exemple. Nous avions donc notre strate de notre commune nous permet d'avoir 5 adjoints et on avait ouvert à 2 délégués, donc nous étions 8 dans l'exécutif avec le maire. Sur des missions, chaque adjoint ayant des missions bien précises, ou les délégués des missions bien précises, je conseille par exemple, pour le principe, de formaliser les missions, d'écrire une fiche de mission avec, je dirais, les orientations politiques de la mission et puis les attendus opérationnels pour ne pas avoir de surprise dans la durée du mandat. En ce qui nous concerne, donc, cet exécutif, il se rencontrait une fois par semaine en présence de la DGS et la secrétaire générale, parce que ça nous semble important qu'il y ait ce lien très permanent entre un noyau dur de l'équipe municipale. Nous avions aussi instauré, d'ailleurs avec l'aide technique de la RIC, la mise en place d'un agenda partagé. Honnêtement, on ne l'avait pas avant que j'étais maire. Le maire avait son agenda avec l'accueil, mais là, on l'a partagé avec plusieurs élus et la secrétaire générale.
depuis 18 mois et honnêtement, ça a des vertus très intéressantes et ça vaut le coup de se poser la question. Maire et agent, je souhaite aussi en dire deux mots parce qu'après les élections, un des volets à ne pas négliger est de bien échanger et construire un modèle de relation entre le maire et les agents des GS, plus particulièrement et les responsables de service, mais aussi entre les adjoints et les agents en fonction des missions. J'attire l'attention de clarifier ce point parce que le binôme élu-agent est aussi primordial dans la réussite de notre parcours d'élu. Le maire et conseil municipal, ici, plusieurs niveaux à prendre en compte. La vie d'une commune, entre deux conseils municipaux qui se tournent autour d'un mois à 6 semaines, il se passe plein de choses. Et il me semble intéressant de construire un modèle de relation permanente, au moins une fois par semaine, entre l'exécutif et l'ensemble des élus. Exemple, un info-flash hebdomadaire qui relate la vie de la commune et les évolutions des projets. Et les questions abordées, sans forcément aller très très loin, avoir un élément d'échange avec des élus qui, ma foi, ceux qui sont motivés, ils reviennent à la charge et nous posent des questions complémentaires pour aller plus loin. Et puis, au niveau de la relation aussi conseil municipal population, nous avons aussi des commissions. Donc vous allez voir dans la pratique, les commissions sur une année, par exemple, n'ont pas la même intensité de réunion. Il y a des phases plus importantes en amont du vote d'un budget, par exemple. 3-4 mois avant le vote du budget, les différentes commissions sont actives. Après, il y a un petit creux et puis après, il y a des projets qui nécessitent aussi des réunions régulières de commission. Alors, nous avions l'essentiel de nos commissions sont ouvertes à des non-élus. Sur la base, après, ça à chacun de se déterminer. En général, on avait 50% d'élus et 50% de non-élus sur des commissions autour de 15 personnes, et ce qui permet quand même d'élargir aussi les échanges avec d'autres personnes que les élus eux-mêmes, et ça me semble important. Et puis sinon, on a des organisations de réunions, c'est l'orientation qu'on avait prise en fonction des sujets que nous avions à traiter, des projets que nous avions à faire. Nous organisions des réunions publiques, soit des réunions publiques de quartier ou de secteurs qui étaient concernés par les projets, soit des réunions plus globales avec l'ensemble de la population. Et je trouve que sur cette mandature, ça a pas mal marché et ça nous a permis d'ailleurs de prendre du recul sur nos projets et de modifier les projets. Parce que il ne faut pas faire des réunions publiques que pour dire voilà qu'est-ce qu'on va faire. Il faut accepter des remises en cause du projet et ça me semble interactif. Et aujourd'hui, ça me semble presque le b.a.-ba de notre conduite des politiques publiques. Voilà. Juste une question. Donc, tu as parlé de l'organisation de l'équipe entre les conseillers délégués, les adjoints. Est-ce que c'est des choses que il y a des feuilles de mission, ça j'ai bien compris que vous aviez des feuilles de mission pour chacun. Est-ce que, autrement, l'ensemble des relations entre les élus, c'est quelque chose qui a été écrit ou seulement c'est de l'oral? C'est-à-dire, on parle de charte des fois, de charte des élus, règlement intérieur un peu plus poussé. Est-ce que c'est des choses qu'il faut conseiller à faire, que vous n'avez pas forcément fait? Voilà, on l'a pas fait, mais j'ai été sensibilisé notamment pour avoir participé à des groupes de travail au sein de la RIC. Ça me semble quelque chose d'intéressant de formaliser de fait la façon où on imagine comment ça va fonctionner, parce que l'ennemi numéro un, ça va être le temps après, et on voit bien que le maire, l'exécutif est pris dans le feu de l'action et on peut passer à côté de certaines choses. Donc c'est vrai que de créer, on a aussi essayé par exemple de faire une permanence le samedi matin à un élu de l'exécutif, de des permanences, et puis on sollicitait les autres collègues élus à dire venez échanger un peu de la semaine, et ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que tout ce qui est formalisation est un outil qui me semble intéressant parce que ça permet ensuite, si jamais il y a un couac, parce qu'après tout, c'est une vie de groupe et tout n'est pas toujours à long fleuve tranquille. Et le fait de pouvoir revenir à qu'est-ce qu'on a construit ensemble permet aussi d'avancer
plus sereinement, à mon avis. Il y avait un point sur un peu comment est-ce qu'on intègre la population dans cette organisation-là. Ouais, bah, comme là, je vais me répéter, hein, donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc des commissions ouvertes, des réunions publiques, mais plus sur la fonction de maire, de fait, quelque chose que j'ai pas découvert il y a 18 mois, mais que j'ai encore pris plus conscience, c'est qu'on est dans une société qui est relativement aujourd'hui très éclatée et où on fonctionne, les services fonctionnent plutôt sur une gestion tapez 1, tapez 2, ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Et on voit bien que nos concitoyens et concitoyennes dans nos communes ont besoin de trouver une porte qui s'ouvre. Et je pense que nos mairies jouent encore ce rôle, tant par nos agents qui sont à l'accueil, qui est la première vitrine d'une mairie, d'une équipe municipale, et puis nous, maires ou adjoints, qui lors de nos permanences recevons les personnes. Ça me semble quelque chose d'important. Et comme je le dis, il faut aimer le contact, être à l'écoute, je dirais même aimer les gens, même si c'est pas forcément les personnes qui ont que des félicitations à vous dire, qui vont venir vous voir, mais je pense que c'est important. Et je constate que lorsque on se met en condition d'écouter, même si c'est pas par rapport aux problématiques, forcément le maire ou la commune qui va apporter la réponse, eh bien, n'empêche que nous donnons une lueur d'espoir et éventuellement nous orientons vers les bonnes personnes ressources et que 50% du problème souvent est réglé à la sortie parce qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un qui les a écoutés. Ça me semble quelque chose d'important dans nos missions. Voilà, pour ça. Le maire peut-être Ah bah oui, je pense que, et les instances intercommunales. ça c'est quand même une question que les gens qui se posent, hein, les gens qui ont déjà eu des fonctions d'élus comprennent ce système-là, mais je pense que les gens qui n'ont jamais eu de fonction d'élu, là, le rapport à l'intercommunalité et le rapport à la fonction publique et aux agents, c'est deux choses qui sont, voilà, qu'on découvre souvent quand on est élu. Alors quand on est maire, encore, c'est encore un autre niveau. Alors je pense que c'est vrai que ces deux échelons, communes et communauté de communes, je pense que c'est un gros enjeu et j'ose espérer que nos instances nationales vont nous laisser digérer la mise en œuvre de la loi neutre, car le mandat 2014-2020 a été très chahuté quand même et il a marqué les esprits. Pour nous, en Côte d'Armor, par exemple, nous sommes passés de 32 EPCI à 8 EPCI. Pour notre territoire, nous avons échappé au syndrome de la dimension XXL, puisque notre communauté de l'Infarmor représente le regroupement de deux communautés qui représentent 27 communes et 32 000 habitants. Pour ma part, je suis conseiller communautaire. C'est ma collègue première adjointe qui est vice-présidente sur la thématique eau et assainissement. Bon, les instances clés de la communauté de communes sont donc l'exécutif, président et vice-président, le bureau qui regroupe les maires et les vice-présidents ou vice-présidentes qui ne sont pas maires, et ensuite le conseil communautaire et les différentes commissions. Bon, il est évident que ça ne peut pas se reposer ni sur le maire ni sur les conseillers communautaires. Nous, en ce qui nous concerne, nous en avons 3. Et donc, il est important que ce travail participatif entre la commune et la communauté de communes se déroule au sein des commissions et qu'il est nécessaire de réussir à donner de l'appétence à nos élus conseillers municipaux à aller vers les commissions communautaires, puisque pour moi, il est inconcevable aujourd'hui d'imaginer une mission d'élu conseiller municipal sans intégrer l'ensemble des compétences de la communauté de communes qui doit être, disons, notre berceau de réflexion. Et comme je dis souvent aux collègues, parce que des fois, dans notre langage courant, on parle de la commune et de la communauté de communes comme si c'était quelque chose un peu, entre guillemets, extérieur. Et je leur dis non, la communauté de communes, c'est notre communauté de communes, comme notre commune, la commune, c'est notre commune, et qu'il est nécessaire d'arriver
avoir cette osmose. Et je pense qu'il est nécessaire que, au prochain mandat, par exemple, un des outils qui me semble intéressant à creuser, c'est d'élaborer un plan de formation de fait partagé entre les différents échelons. Si notre communauté de communes, par exemple, c'est une communauté d'élus de fait qui va représenter certes 52 ou 58, 57 des conseillers communautaires, mais c'est aussi 500 élus. Et je pense qu'il est nécessaire d'intégrer ça comme une entreprise avec différents services et qu'il faut réfléchir à un travail d'un plan de formation partagé entre les différents niveaux. Et ce plan de formation partagé qui permettrait éventuellement donc d'avoir des formations délocalisées, c'est ce que par exemple l'ARIC propose, de gagner en compétences sur des thématiques communes, qu'elles soient communales ou communautaires. Mais au-delà de l'aspect, je dirais, formation, il y a aussi l'aspect interconnaissance entre élus. Le fait de participer à ces moments de temps de formation nous permettra de mieux se connaître entre élus, parce que c'est pas au sein d'un conseil communautaire qu'on apprend à connaître les collègues. C'est vraiment descendre de son vélo, se regarder pédaler, travailler sur des thématiques communes qui peut nous donner de l'appétence à travailler ensemble. Et ça, c'est, je pense, un des enjeux qu'il faut réfléchir. On a, nous, au sein de l'ARIC, commencé à travailler sur différentes approches. On parle d'un pacte d'intégration avec un système un système, un jeu de cartes, avec plantons le décor, se repérer, donner du sens, jouer au collectif, travailler en équipe. Ça s'improvise pas, ça se travaille. Les temps de parole, les animations des réunions, tout ça, ça se travaille. Soyons agiles et connectés. Ça aussi, on peut penser que les nouveaux outils que nous avons à notre disposition peuvent être des éléments qui peuvent faciliter de fait le travail à distance, les échanges à distance, même si je suis convaincu qu'il faut toujours garder à l'esprit la nécessité du présentiel, des réunions autour d'une table. On s'engueule, on discute, on échange, mais ça me semble aussi important. Mais n'empêche que les nouveaux outils peuvent donner, à mon avis, beaucoup plus de fluidité à la communication, à l'instant, le côté rapide aussi de la diffusion d'informations. Et puis on voit, vous verrez, moi j'en suis que balbutiement, mais il y a des outils de travail collaboratif qui existent aussi et qui permettent justement de recueillir, de garder toutes les personnes connectées, tous les collègues élus connectés, parce que j'ai bien senti que dans mes différents mandats, on vous gardez une appétence, les premières années sont denses, les 2-3 premières années, vous sentez qu'il y a de l'énergie, et puis progressivement, si vous n'arrivez pas à garder ce flux d'informations, d'échanges, il y a des collègues qui décrochent progressivement, et parfois la fin de mandat peut être difficile parce que les personnes se décrochent. Et le niveau communautaire et le niveau commune, je pense qu'il faut presque arriver à structurer, à situer un temps lors des conseils municipaux, par exemple, peut-être dire le premier quart d'heure va être sur la vie de la communauté de communes pour que nos délégués communautaires, par exemple, nous fassent remonter les points saillants, nous donnent de l'appétence. On n'aura pas le temps de traiter toutes les questions, mais et il faut ce quart d'heure-là, si vous l'orientez, si vous prenez ça comme orientation, il faut le mettre en début de conseil et non en fin de conseil, parce qu'il faut, on sait qu'au bout de 2 heures de réunion, les uns et les autres, on commence à lâcher. Moi, je vais te couper un petit peu. Il y avait une question qui est posée, on verra après sur le lien avec les agents, sur la question de l'opposition, quand on a parlé, alors hors intercommunalité, mais sur animation d'équipe et animation voilà, du conseil municipal. Aviez-vous une opposition? La question et comment l'avez-vous gérée? Alors nous avions une minorité, plus que de l'opposition, de fait, c'est un jeu de mots. Au départ, certainement, c'était opposition. Puis, je pense que pour moi, le premier facteur sur lequel il faut agir, c'est la transparence. On a commencé, de toute façon, ils avaient leur place dans toutes les commissions. Je prends la commission finance, par exemple. Il y a une commission finance, mais systématiquement,
la commission finance, elle est ouverte à tous les élus. Les 19 élus sont systématiquement invités aux commissions de finances. Et commission de finances, pour préparer un budget, c'est à peu près, chez nous, c'était 4 réunions. 4 réunions, tous les 15 jours. C'était programmé dès le départ de début janvier. Toutes les réunions de finances sont annoncées et à chacun d'y venir ou pas. On a un noyau dur de membres de la commission finance, mais j'insiste, les 19 élus et en général les commissions, on était entre 10 et 12. Donc première chose, c'est de mettre tout le monde au même niveau d'information. Ça me semble, comme j'évoquais tout à l'heure, un info flash de la vie municipale et de la vie de l'exécutif. Eh bien, cet info flash, il était communiqué aux 19 élus. Mais qu'aux élus, par contre, on était bien sur un info flash interne au conseil municipal. Et je constate que on a tout à gagner parce que de toute façon, on n'a rien à cacher. Et puis, personne n'a la science infuse. Évidemment, peut-être que j'idéalise un peu parce que on a eu une minorité qui était plutôt positive, qui était très positive dans le travail élaboré. Il y a des fois qui n'étaient pas d'accord, mais il y a aussi des fois où ils ont apporté des questionnements qui nous ont fait revoir certaines choses, évoluer notre projet, rendre peut-être plus transparent encore ou plus lisible les choses. Donc, je pense qu'il faut les appliquer très, très rapidement dans la marge. Parce que on ne se rend pas compte quand on n'est pas… Déjà, quand on n'est pas élu, on ne se rend pas compte de ce que c'est la vie municipale. Et lorsque on est à l'intérieur, suivant comment on est impliqué, pareil, on ne mesure pas toujours la vie de la ruche. Parce que honnêtement, la vie municipale, c'est vraiment une vie de ruche qui tous les jours, il se passe des choses. Moi, je peux vous assurer que 120 salariés, même si c'est pas vous qui avez la direction, que ce soit au niveau de la commune, que ce soit au niveau de l'EHPAD, n'empêche que quand ça fonctionne, on vient pas vous chercher, mais quand il y a des grains de sable, c'est bien vous qui allez au-devant des choses. D'accord. On avait une partie là sur la question des relations avec les agents. Les agents, ouais. Et notamment, alors là, on a une question sur la place du DGS. Là-dedans, alors on parle souvent de couple, maire DGS quand même. On parle souvent de couple maire DGS, et puis on a souvent des couples aussi dans les grosses communes, en tout cas, adjoints et responsables de service, chefs de service. Ça aussi, c'est… Ça, c'est en tout cas dans une commune comme la de notre dimension, 1500, 2000, 2500 habitants, en tout cas jusqu'à 2000 habitants. Vous savez, vous êtes en relation permanente avec vos collègues agents et il est nécessaire d'avoir une relation très, très fluide, que ce soit donc le maire avec la DGS et les responsables de service et les adjoints avec les responsables de service. Et je pense que dans la fiche de mission des membres de l'exécutif, c'est important de traiter ce sujet-là et de voir quelles sont les attentes, y compris opérationnelles, des uns et des autres. Parce que à la différence certainement de grosses collectivités, vous n'arrivez pas avec votre dossier que vous posez sur la table de l'agent et puis vous allez y revenir. Non, moi je vois le montage des dossiers sur les demandes de subvention, par exemple, c'est des écritures partagées, chacun avec son regard, et puis progressivement les choses évoluent parce que chacun apporte sa pierre et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de… c'est un travail collectif. Et je pense que ça, c'est une des clés de la réussite, c'est de créer cette osmose entre le maire et la DGS. Comme j'évoquais tout à l'heure, l'importance d'avoir la DGS dans la réunion de l'exécutif. On a connu une petite période où ce n'était pas possible et je peux vous dire qu'il y a une perte en ligne et puis c'est important que la DGS qui ensuite va répercuter sur son équipe les orientations et les décisions à prendre,
forcément en relation autour d'une table, on sent les choses, on mesure les choses différemment et puis elle contribue, la personne, la DGS, elle contribue dans ces cas-là à nous réguler aussi et à parfois à dire attention là, sur cette période-là, ça va être chaud parce que bah, il y a ce dossier-là en route et parce que chacun pense que son dossier est prioritaire, mais parfois il y a d'autres priorités. Donc toi, tu veux dire que faut mettre la main à la pâte concrètement, c'est-à-dire quand c'est pas les services qui vont tout rédiger, notamment tu parles de dossiers de subvention, où ce sont les élus, donc le maire en première ligne, et les adjoints qui vont rédiger. Alors c'est vrai que c'est une commune, on est sur une commune de 2000 habitants là, on est bien là-dessus, c'est-à-dire que vous allez à la fois sur le terrain parfois suppléer les services techniques, et en même temps vous êtes aussi sur de l'ingénierie aussi de dossiers, à la fois financiers et de projets, en lien avec le DGS, mais n'empêche que vous passez aussi du temps à écrire à plusieurs sur des montages de dossiers. Tout à fait, ouais. Un des services, par exemple, qui dans une commune de taille est toujours chronophage en énergie, c'est le service des écoles, par exemple. Vous avez du personnel qui sont chahutés tous les ans avec un planning qui change. Parce que il y a les effectifs qui évoluent, vous avez ceci, vous avez cela, et en plus du personnel qui sont à temps partiel, des fois sur des besoins d'heures très très courts, sur le temps de midi par exemple, à la restauration scolaire, vous allez avoir besoin pendant 1 heure et demie un agent ou 2 agents de plus, et que vous ne pouvez pas prendre sur les agents qui sont déjà en temps partiel parce qu'elles sont prises sur ces temps-là. Donc, parfois, on est amené à faire de la régulation sur le terrain et l'adjoint ou la déléguée aux affaires scolaires est amené à aller sur place parce que il n'y a pas forcément non plus un chef de service dans ce secteur-là. Donc, il y a de la régulation, il y a du temps partagé, du travail partagé avec la DGS sur l'élaboration des plannings, etc. Il y a vraiment de l'interface obligée. Et ça, c'est des fois un message que certains collègues ont du mal à mesurer parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le côté ingénierie, le côté un peu chef de projet, et puis qu'il y a les agents pour faire le boulot derrière. C'est pas que ça. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions, hein. Le chat, il est fait pour ça. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure quand on a démarré. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, j'avais la question de la fonction de maire donc sur une commune de 2000 habitants par rapport à une commune un peu plus importante. Enfin, voilà, comment toi tu perçois les choses là, on est sur 2000, mais est-ce qu'il y a des strates? À partir de 5000, c'est une autre fonction Je pense oui je pense que au-delà de 3500, je pense habitants, il doit y avoir des organisations différentes parce que certainement les services sont plus structurés, plus forts. Nous, on est quand même sur des services où les agents sont en transversalité. Notre grande chance à Pamoine de Vicomte, par exemple, si je prends l'équipe administrative, elles sont, on a donc 3 agents et demi, une personne à la directrice générale des services, une personne qui s'occupe de la comptabilité et de la gestion, et une personne et demie à l'accueil, de fait, qui s'occupe de tout ce qui est l'accueil direct, mais l'urbanisme, l'état civil, etc. J'ai été amené des fois à demander à des collègues de remplacer provisoirement un samedi matin, d'assurer juste une permanence à l'accueil. Ils ont été complètement étonnés de la variété des questions qui pouvaient arriver à l'accueil et la gymnastique que l'agent est amené à faire de façon permanente, et la journée ne se déroule jamais comme elle l'a prévu. Parce que le matin, elle va arriver, elle va apprendre qu'il y a eu 2 décès, et puis que, hop, même si elle avait prévu faire autre chose, elle va commencer par ça. Et puis ensuite, il y a le flux. Alors, il y a des jours qui sont plus calmes que d'autres. Pourquoi et comment, on n'en explique pas. Et puis qu'il y a des sujets qui arrivent et qui vont prendre 3 quarts d'heure.
Donc c'est vrai que dans une et sur le coup, ben, si vous êtes là, ben, l'agent ben, va éventuellement se répercuter sur vous suivant la nature du problème. Et puis, ben, ma foi, vous allez prendre sur le flux du moment que vous êtes là, la personne avec sa problématique et accompagner l'agent de fait à répondre au questionnement. C'est vrai que je pense qu'on parle, quand on parle, ben, il y a la nouvelle loi sur comment la dernière, sur les missions d'élus, sur Avec l'engagement et la proximité. engagement et proximité. C'est vrai que on parle des 35 000 maires, mais il y a 35 000 situations. Certainement qu'il y a des blocs moins de 1000, 2000 à 2000, 2500, 3000. Il y a certainement, mais c'est clair qu'on ne parle pas de la même chose d'une commune à l'autre suivant la taille de la commune. D'accord. Si tu avais des conseils à donner, parce que du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aurais une dernière question par rapport à toi, qu'est-ce conseil tu donnerais aux élus, à ceux qui vont être élus maires là, fin mars? Voilà, de quoi il faut vraiment faire attention quand on devient maire, sur des petites choses ou sur, on a parlé d'animation d'équipe, on a parlé d'un certain nombre de choses, d'interco, etc. Quels sont, voilà, tes 2 ou 3 conseils que tu donnerais si quelqu'un venait d'être élu, venait te voir et dit, bah voilà, je suis maire depuis 2 jours, là, il y a tellement de choses à faire, par quoi je dois commencer? C'est vrai que ce qui se passe, donc, c'est que les choses vont aller très très vite une fois que l'élection a terminé, soit au premier tour, soit au deuxième tour. Vous allez avoir quelques jours pour vous retourner pour mettre en place les choses, puisque donc si vous êtes élu au premier tour, bah, le vendredi, samedi ou dimanche suivant, le conseil municipal devra être réuni pour mettre en place l'exécutif. Donc, bah, j'imagine que c'est un travail qui a été fait en amont. Mais en tout cas, ça s'impose que ce travail-là soit fait en amont. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé, mais il faut y réfléchir. Si on l'attrape, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est vrai que, parce que les choses vont aller très très vite après, et vous allez avoir l'exécutif, vous allez avoir la mise en place des commissions, donc il faut anticiper de fait le plus possible pour essayer d'imaginer une organisation telle que vous considérez la souhaiter avec votre équipe, de façon à ce que ensuite ça se mette en place. Il faut prendre du temps avec les agents et notamment avec la DGS dans cette première semaine pour échanger aussi sur les attendus des uns et des autres, de façon à prendre en compte ou pas, mais en tout cas, si on ne prend pas en compte, on explique pourquoi, comment les agents imaginent le fonctionnement, puisqu'on va être amené à vivre ensemble de façon assez dense et que tout ça, ça se prépare et que je pense que pour moi, c'est révolu la période, voilà le maire qui arrive, voilà le chef qui arrive. Donc, c'est un travail. On est animateur avant tout, on est animateur vis-à-vis de nos collègues élus, mais on est aussi animateur vis-à-vis de nos agents. Et donc, c'est un travail qui doit se préciser. Ensuite, il faut certainement structurer aussi, pour se protéger, les permanences, l'organisation. Moi, je me suis fait piéger et mon collègue avant moi, bah, quelque part, nous étions en retraite là, pour finir nos mandats. Et sur le coup, bah, on s'est laissé un peu peut-être absorber, alors que je dirais quelque part contrairement à ce qu'on peut dire que d'être retraité c'est un avantage, c'est certainement un atout, mais le travail protège finalement et vous oblige à vous organiser et à structurer et à dire non aussi, puisque il faut aussi savoir dire non. Et je pense que ça, c'est important, de partager aussi des permanences avec les collègues de l'exécutif. Mais tout ça, il faut le rendre lisible, et si c'est lisible, la population, elle y adhère.
elle y adhère. Si elle sait que vous êtes là tel jour et tel jour, ou tel matin et tel matin, elle va s'y adapter, quoi. Donc il faut se protéger. D'accord. Alors là, on pose la question de la vie d'après quand on ne se présente pas. Ah non, ou la vie après. Alors, la vie d'après, alors je ne sais pas si c'est la vie après, l'articulation avec la vie, l'articulation avec la vie, je pense, familiale et loisirs et professionnelle, en fait. Après, c'est ça. Quand on est mère. Alors ça, ce sera la prochaine webinaire dans 12 mois. J'aurai le plaisir de vous annoncer comment ça se passe. Donc, pour le moment, je suis dans le jus. Je pense que jusqu'à l'installation du conseil municipal, je resterai bien connecté. Parce que il y a des dossiers qui continuent à vivre, hein. Et il y a des dossiers qui se moquent, que ce soit des élections municipales dans 15 jours, dans 3 semaines. Et puis, on a aussi eu une volonté, nous, au niveau de l'équipe, il y en avait pas mal d'études de réaliser au cours de cette dernière année. Donc, les dossiers, on essaye de les formaliser. Là, par exemple, on est en consultation pour retenir une maîtrise d'œuvre au niveau d'un projet de lotissement. Les marchés seront signés avant le 15 mars. Donc, demain, on va visiter des lotissements on n'a pas encore opté pour arrêter la maîtrise d'œuvre qu'on allait retenir. Donc, je crois que la vie continue jusqu'au bout. Et puis après, on se tient, on saura se retirer, peut-être pas couper de façon, je couperai de façon volontaire et très clair, mais je me tiendrai aussi à disposition si les collègues ont besoin à un moment donné un conseil, mais sans faire ingérence dans la vie de la nouvelle équipe. Je l'ai déjà procédé lors du travail de la mise en œuvre de l'équipe. Au début, j'étais présent, et puis progressivement, je me suis retiré. J'ai laissé la nouvelle équipe travailler sur son projet, son programme. Et puis là, maintenant, nous arrivons bientôt à lancer la campagne. Eh bien, on est en train de se reconnecter, puisque de fait, on est quelques-uns à cette portée volontaire, à accompagner la nouvelle équipe qui prend le relais et qui va apporter sa jeunesse et sa nouvelle vision de la vie municipale. Mais voilà. Et puis, moi, j'ai mon sac à dos qui va m'attendre certainement. Et puis, j'irai faire quelques randonnées, n'est-ce pas, Vito? D'accord. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je te remercie, Michel, d'avoir donné un peu de temps et ton expérience, parce que c'était vraiment la question de l'expérience, c'est que tu disais, on n'est pas pour donner c'est pas pour donner des leçons, hein. On était plutôt sur le niveau conseil, nous c'est plutôt l'ARIC. Donc tu as dit pas mal de choses beaucoup autour de l'organisation. Il faut anticiper l'organisation, hein, pour pas être pris par le quotidien. Et je reviens sur un dernier sujet, c'est que c'est vrai que je pense que les premières semaines et les premiers mois sont très importants, et n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour réfléchir sur les besoins de formation de votre équipe et de vous engager dans un processus de formation dès le démarrage. Savoir perdre un peu de temps pour en gagner, je pense que c'est de l'or dans un mandat. Et je pense que prendre un temps de formation, ça s'impose. Je ne vois pas pourquoi la loi, justement, de proximité va obliger théoriquement l'exécutif des communes de plus de 3500 habitants à aller en formation. Pourquoi ce serait bon pour eux et pas pour nous? Donc, nous qui sommes le plus grand nombre de communes quand même, hein. Nous sommes à 80% des communes de France. Donc, ça coûte un peu de temps, ça coûte un peu d'argent, mais je vous assure qu'on a tous à y gagner. On ne naît pas élu. Ça s'apprend, les compétences s'acquièrent. Ce que les uns et les autres, on a si on y va, c'est qu'on a de l'appétence, on a de la motivation. Ça, c'est les deux ingrédients nécessaires. Et puis après, il faut greffer de la formation pour aller plus loin. Alors moi, je n'ai plus rien à dire, hein, parce que voilà, je n'ai plus absolument rien à dire. Hein. Je pense que la question de la formation, on a bien compris le message. Donc, merci à vous tous. On vous enverra peut-être un petit mail pour avoir on fait une petite évaluation pour savoir comment ça s'est passé.
Et puis, on essaiera d'envoyer des infos sur la RIC aussi en même temps. Voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire en vous souhaitant bonne chance pour les prochaines échéances. Et puis, encore merci à Michel. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur Internet, mais je vous renverrai le lien. Voilà, au revoir.